Donc effectivement, à un moment donné, il faut des amplitudes complètes. Donc de la même manière qu'on va faire des crunchs partiels, il ne faut pas oublier de faire des sit-ups. J'aurais tendance à même dire, réintégrons-les, ces mouvements-là, parce qu'on va aller chercher justement à renforcer ce psoas iliaque, qui est souvent oublié. On cherche presque à éviter de travailler. Plutôt que de faire du carry toujours plus lourd en marche, eh ben, je préfère faire de la marche encore plus active avec une attaque de jambes. La mode est à la vitesse très lente. J'arrive pas à comprendre pourquoi on fait que ça. Seulement voilà, la réalité motrice, c'est pas ça. La force est indissociable de la. Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026. Allez, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000%, le podcast où on parle santé, sport et nutrition. Aujourd'hui, un thème qu'on n'a pas encore abordé, celui des abdos, la sangle abdominale, le gainage. On va essayer de voir un petit peu tous ces termes, qu'est-ce que ça signifie, comment être fort aussi au niveau de cette zone. Est-ce qu'il faut faire de l'endurance musculaire, de la force pure? On va essayer de comprendre tout ça. Donc, accompagné de Pierrot, de la team 1000%. Comment ça va, Pierrot? Ça va super, ravi de recevoir Aurélien pour la première fois, pour disséquer les abdos en long, en large, en travers. Ça Avec va, grand Aurélien? plaisir. Ouais, ouais, ça va. Je suis content aussi de venir disséquer avec vous pour la première fois. Eh beh, super. Ben, on va avoir justement on va te laisser te présenter, mais je pense que la communauté doit sûrement te connaître. On va avoir aussi, l'expertise de Pierre, hein, qui est kiné ostéo spécialisé sur le dos. Donc on en parlera aussi un petit peu, d'avoir cette vision un peu plus aussi, thérapeutique si on a le temps. D'ailleurs, n'hésitez pas toujours pareil à mettre si vous avez des questions sur les abdos ou quoi, n'hésitez pas en commentaire, on répondra à tous vos messages. Aurélien, je te laisse la parole, tu peux te présenter et bienvenue dans 1000. Eh ben, merci pour l'invitation encore. Je suis Aurélien Broussal-Derval. Je suis ancien préparateur physique et conseiller en sciences du sport. J'ai beaucoup communiqué et créé de contenu pour la formation continue des collègues, mais aussi des sportifs qui cherchent à se former avec les connaissances de pro. Donc j'ai écrit un certain nombre de livres et c'est peut-être comme ça que certains de vos auditeurs me connaissent, notamment l'art du mouvement ou l'art du hit. Et puis depuis quelques années maintenant, je me consacre vraiment à la formation. Je suis moins sur le terrain en préparation physique d'athlète ou en accompagnement. Je suis beaucoup plus sur des aspects de formation avec ma propre formation, ABD Formation, où on certifie des futurs coachs, on accompagne des kinés qui veulent des compétences aussi un petit peu sur la préparation physique, l'entraînement et évidemment la formation continue des professionnels du sport. Beh, super, merci encore d'être présent avec nous. Donc, déjà pour commencer, peut-être qu'on devrait, définir un petit peu, tous ces termes. C'est vrai il y a beaucoup de mots qui reviennent. On parle de gainage, sangle abdominale, on parle des abdos, le transverse, il y a beaucoup de muscles. Comment on pourrait, vulgariser ça un petit peu? Et pour toi, quels sont les muscles clés justement de cette partie du corps? C'est vrai qu'une première, je pense un premier écueil méthodologique ou en tout cas de compréhension globale de ce qu'est le gainage, c'est de le limiter effectivement au grand droit de l'abdomen, hein, à la partie visible de l'iceberg, donc les muscles tablettes de chocolat pour les moins habitués à l'anatomie abdos de nos auditeurs. Mais d'ailleurs, peut-être même de garder le gainage à la région abdo-lombaire, parce qu'en fait, historiquement, le gainage en France n'est pas tout à fait le même que, par exemple, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, où ils parlent plus du corps que du gainage. Et le corps, C-O-R-E. C-O-R-E, pas le corps C-O-R-P-S, absolument. Le corps en mot anglais, donc le noyau en fait. Et je trouve ça à la fois plus puissant comme terme, mais à la fois plus réducteur aussi. Parce que effectivement, on comprend bien cette idée de zone centrale qu'on va chercher à aller activer et à aller recruter. Et en même temps, on passe à côté de l'idée que
le gainage, c'est avant tout créer une gaine, littéralement, de protection autour de différentes articulations, autour de différents étages articulaires. Et donc, on pense toujours, quand on dit gainage, à de la planche abdos, mais on en reparlera. Or, c'est pas que ça. Il y a évidemment, et vous le savez très bien, Alex et Pierre, du gainage scapulaire, par exemple, qui est tout aussi important, du gainage cervical. On pourrait jouer à ça avec toutes les articulations en réalité. Et donc, si on se concentre sur le gainage abdo-lombaire, alors effectivement, il faut aller bien au-delà de la partie visible, les abdominaux tablettes de chocolat, donc les grands droits de l'abdomen. Il va falloir parler de transverse, il va falloir parler des abdominaux obliques aussi, qui vont justement nous permettre d'être actifs en anti-rotation et en rotation, et faire la connexion avec les différentes chaînes musculaires, on va en reparler, mais aussi des différents muscles lombaires, puisque à l'agoniste fait toujours écho un antagoniste. Donc ça, c'est vraiment très important de le rappeler. Et puis la boîte, on la ferme pas que devant et derrière, on la ferme aussi en dessous et au-dessus. Et donc il va falloir rajouter aussi le diaphragme et le plancher pelvien, périnéal, qui va venir ici bloquer aussi et activer toute cette zone-là et nous faire vraiment ce noyau dont parlent les anglo-saxons. Là, c'est vrai que tu parles de limite de préserver les articulations, tu l'as dit toi-même, mais il y a pas que ça aussi, il y a aussi un aspect sur la performance. Comment est-ce que tu pourrais, justement vulgariser ça à nos auditeurs en parce que c'est vrai que souvent les abdos, il y en a pour certains, «J'ai mal au dos, je vais faire du gainage», c'est quelque chose qui est vraiment entré dans la croyance. Ouais. Il y a pas que ça aussi, hein. Est-ce que tu peux aussi nous donner les intérêts que ça pourrait avoir pour un sportif, quelqu'un qui cherche plus de la performance? Je pense que le premier intérêt, c'est de transmettre les forces. C'est-à-dire que souvent, on fait les abdos en musculation comme un finisher, la cerise sur le gâteau quelque part, alors que c'est vraiment ce qui va permettre de transmettre les forces. Souvent, les gens perçoivent l'anatomie fonctionnelle comme un enchaînement de maillons isolés. C'est sans doute lié à l'approche éducative de l'anatomie où on va avoir des écorchés dans les bouquins avec un muscle colorié en rouge sur un mouvement. Alors ça, c'est pas faux. C'est un des maillons de la chaîne et c'est important, mais on parle bien de chaîne. Et donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que on va avoir une chaîne antérieure, superficielle profonde, postérieure, superficielle profonde, latérale, spiralée, fonctionnelle. Toutes ces chaînes vont fonctionner entre elles en synergie et toujours, à part pour les chaînes des bras, supérieures et superficielle et profonde, antérieure et postérieure, à part pour ces chaînes-là, toutes les autres vont passer par le corps. Toutes les autres vont passer par le gainage abdo-lombaire. Et donc évidemment, tous les mouvements évidemment sportifs complexes, mais les mouvements de la vie de tous les jours aussi, à commencer par la marche ou la course, nos moyens de locomotion, vont avoir besoin de mettre en action les différentes chaînes musculaires entre elles, en passant notamment par le corps. CORE, toujours. Oui, ça peut servir vraiment pour tous les sports, pour tout le monde, même pour les coureurs. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais ça a vraiment un intérêt et tu as parlé aussi d'anti-rotation, anti-inclinaison. Est-ce que tu pourrais définir peut-être ces termes pour les auditeurs pour comprendre un peu ce que c'est? Parce Mmh. que c'est vrai que nous, c'est quand même notre métier, mais je pense qu'il y a des auditeurs qui ne doivent pas trop connaître ces termes-là. C'est vrai que là aussi, historiquement, lié à la pratique, je pense un peu du fitness, la culture, ce qu'on appelait la culture physique dans les années 80, les abdos, le gainage, c'est beaucoup de crunch, hein, des flexions de buste, qu'elles soient sagittales ou latérales, hein, en fait. On va avoir tous les types de flexions qu'on peut imaginer, et on ne pense pas à l'antiflexion. Donc, effectivement, quand on cherche à lutter dans un plan ou dans un autre, ou dans une combinaison de plans, face à une rotation, on va créer de l'anti-rotation. Et c'est ça qui va en réalité nous permettre de maintenir une posture efficace, voire préventive, contre une chute, contre un mouvement non contrôlé, contre un mouvement qui perd de l'efficacité parce qu'on a trop d'amplitude. Et donc, il est aussi important d'être fort en flexion ou en rotation du buste. Rotation de buste, typiquement, ça va être de la dissociation bassin-épaule. Hein, vous faites un service en tennis, vous faites un swing en golf, vous faites un smash en volley. Tout ça, c'est de la dissociation bassin-épaule et ça repose sur de la force de rotation, ok, du tronc.
mais ça repose aussi et surtout sur de la force d'anti-rotation. Parce qu'il faut être capable, une fois qu'on a déclenché notre rotation, de la freiner, de l'arrêter, de la stopper, pas de faire un triple axel sur nous-mêmes à chaque fois qu'on fait un smash. Ok. Et donc, cette qualité de lutter contre la rotation, elle est évidemment hyper importante, hyper fonctionnelle et préventive. Parce que quand on va se faire, quand on va se faire mal, il n'y a pas de faux mouvement, en fait. Ça n'existe pas un faux mouvement. Un faux mouvement, c'est juste un mouvement qui manque de contrôle moteur et de force et qui, à un moment donné, crée une douleur réactive. Ou Mais un problème de contrôle sur une partie de l'amplitude, absolument. parce qu'on va être fort peut-être sur l'amplitude auquel on est souvent exposé, peut-être la moitié de l'amplitude articulaire sur la rotation lombaire, par exemple, et sur les amplitudes extrêmes où on va se retrouver être très faible, manquer de contrôle. Et tu parles finalement d'anti-déformabilité, d'être indéformable sur ces gestes d'anti-inclinaison, d'anti-rotation. Et qu'est-ce qu'il en est de l'anti-flexion et de l'anti-extension, par exemple sur un squat? Ouais, bah, en fait, on peut avoir exactement les mêmes raisonnements, et c'est là je trouve que c'est une question hyper pertinente et totalement liée à notre épisode, puisque le squat est un mouvement de gainage. On a tendance dans nos vieux manuels, là, justement, d'écorcher, où on isole un petit peu l'analyse, à présenter le squat comme un mouvement de jambes, voire même un mouvement de quadriceps. Bon, bah ça, c'est quelqu'un qui a jamais squatté vraiment très lourd et très activé, parce que évidemment que c'est un mouvement ultra complet, et c'est pas réservé au leg day, au jour des jambes, le squat, pas du tout. C'est un exercice de respiration, de gainage, d'activation, et toute la boîte dont je parlais, qu'on cherche à fermer lors du travail de gainage, et ben là, c'est organique en fait. Ça fait partie du package. Et donc, effectivement, tu en parlais, anti-rotation, anti-flexion, et donc latérale, mais anti-flexion aussi antéro-postérieure, bien sûr. Et c'est La intéressant. verticalité du squat, c'est le propre de quelqu'un d'extrêmement gainé. Oui, on peut dire pareil aussi sur le soulevé de terre notamment, mais ça serait quoi du coup tes consignes pour les gens? Peut-être qu'il y en a qui pensent pas justement à être gainés lors de leur squat, soulevé de terre. Ça serait quoi pour que les gens essayent de conscientiser un petit peu leurs mouvements, de mettre un peu plus d'implication? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme astuce, que ce soit pratique et qu'ils puissent, dès le lendemain le tester? Alors, le premier point, je pense que c'est qu'il faut tordre le cou à une mode actuelle, là, du tout se vaut, tous les mouvements se valent. C'est OK de faire les choses dos rond, OK de faire les choses avec plus ou moins d'activation. Alors, oui et non. Évidemment qu'il faut être fort dans dans plein de patterns moteurs. Et bien sûr qu'il faut s'entraîner à avoir le dos rond comme avoir le dos droit, parce que bah, ça fait partie de la vie de tous les jours, et que la flexion dorsale, elle existe en fait. Voilà, il y a pas de sujet là-dessus. En revanche, lorsque l'on cherche vraiment à créer de l'anti-déformation, eh ben, ça renvoie à des notions d'alignement segmentaire, à des notions d'intention dans la posture et dans le mouvement. Donc, quand on vous dit il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture, c'est juste qu'on n'est pas assez bon technicien. Évidemment qu'il y a des postures qui sont plus adaptées à certains objectifs que d'autres. Après, je vois ce qu'on veut dire en réalité. C'est juste la logique finale qui me gêne, c'est qu'on détourne ce message. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture pourvu qu'on soit capable de tout faire. En revanche, si une posture nous est imposée parce qu'on n'a pas le contrôle moteur ou la capacité à produire une autre posture, là, ça me gêne. Et donc, quand on cherche à renforcer de manière active la flexion, l'extension, la rotation ou les anti de tout ça, eh ben, ça veut dire que là, il va falloir qu'il y ait un retour du coaching. Là, il va falloir qu'on ait une exigence technique à la hauteur de notre objectif. Et donc, le premier conseil que je vais leur donner aux gens, c'est d'aller chercher la posture et le mouvement adaptés à leur objectif. Et donc, effectivement, c'est peut-être le moment où on bascule d'un exercice, euh, de kettlebell, par exemple, économique, à un exercice hardstyle. C'est le moment peut-être où on bascule d'un exercice CrossFit, où il y a un point A, un point B, et ce qui se passe entre les deux, bah, c'est pas ça le sujet, à un exercice strict de force, par exemple. Et je ne suis pas en train de dire qu'il y a quelque chose qui est mieux que l'autre. Ok, c'est deux modes de pratique qui ne répondent pas aux mêmes objectifs. Donc, si le but, c'est vraiment de créer de l'anti-déformation, de l'anti-rotation, etc., alors on ne va pas favoriser un exercice économique.
on va favoriser un exercice justement où chaque répétition compte, où on va être très exigeant sur le placement, par exemple sur un swing kettlebell ou un épaulé kettlebell, encore mieux. Vous pouvez le faire à la mode Girevois, où on va avoir de l'absorption du choc, de l'absorption du mouvement, de la déformation du corps pour être dans l'économie et répéter au maximum. Ok? Mais c'est un objectif, qui est un objectif d'endurance, peut-être même un peu métabolique. Et de l'autre côté, si on est en train de parler vraiment d'anti-rotation, anti-flexion, anti-déformation, anti-fragile, bah là, on va basculer dans le hardstyle, avec un objectif cette fois-ci beaucoup plus strict, où le départ comme l'arrivée compte comme une rep, où chaque étape va être marquée, activée, suractivée. On va en faire une caisse à chaque fois qu'on fait la moindre répète. Et le but, c'est justement de lutter contre tous les paramètres de déformation dont on parle depuis tout à l'heure. Puis le deuxième conseil que je vais donner, au-delà de cette rigueur technique de tous les instants, eh ben, c'est une mise en adéquation de la respiration sur le mouvement. Et ça, c'est très, très, très peu coaché, très peu accompagné, alors qu'il faut commencer par là. C'est-à-dire que très clairement, si on n'accompagne pas les gens à poser leur respiration sur les mouvements et qu'on estime que finalement on respire un petit peu, on s'adapte, c'est un peu intuitif, eh ben on va sûrement passer à côté d'une partie de l'activation du gainage qui est celle qui est la plus profonde et qui va vraiment fermer la boîte dessous et dessus. Et justement, qu'est-ce que tu conseilles en termes excuse-moi Pierrot, qu'est-ce que tu conseilles en termes de respiration sur des périodes justement, d'effort ou pas d'effort? Ou est-ce que justement tu as une règle, même si c'est difficile de bien sûr donner des modèles comme ça, très génériques? Bah, il y a plein de façons de faire en fonction des objectifs. Là, on est en train de parler de gainage. Là, on est en train de parler d'antifragilité, d'antidéformation. Donc, c'est pas une vérité absolue, c'est une vérité relative à notre objectif maintenant tout de suite. Et donc là, je peux te faire une réponse très claire. Pour moi, la technique vraiment de la pompe à vélo, on appelle ça des fois les cigales aussi, où tu vas venir coller ta langue au palais, chercher à créer un maximum de pression à un moment donné pour tenir tout ça. Parce qu'on parle beaucoup d'hypopressif, d'hyperpressif. Les deux doivent être, on doit être capable de faire les deux, de l'hypo et de l'hyperpressif. Et, et là, à ce moment-là, l'idée, c'est de créer de la pression pour créer de la rigidité, pour créer de l'appui. Souvent, les gens préconisent de l'usage de la ceinture lombaire en soulevé de terre, par exemple, comme une orthèse, comme si c'était un levier pour pas se faire un tour de dos, tu sais, le truc n'existe pas. Eh ben, en fait, c'est un appui pour votre respiration, avant toute chose, la ceinture. Je vais la serrer pour pouvoir venir m'appuyer dessus et encore une fois, avoir une boîte un corps, encore une fois, le plus dense possible. Et donc, c'est un moment où je vais créer de la pression. Et donc, j'ai parlé de la technique de la langue, mais pourquoi on appelle ça la technique de la pompe à vélo? C'est parce que plus je vais appuyer fort dessus et vite en mettant un tout petit trou en haut, donc peut-être en mettant justement un pouce qui va boucher le trou de la sortie d'air de la pompe à vélo, comme je le fais avec ma langue quand je la colle à mon palais, et plus je crée de la pression à l'intérieur de la pompe, et plus je vais devoir lutter contre une déformation très difficile à appliquer à l'air qui se condense dedans. Donc c'est vraiment ce que je cherche à faire, à créer cette tension très très forte par la respiration avant de démarrer en m'appuyant sur tout ce que je peux trouver, toute l'aide disponible. Et ça va du bas du tuyau au haut du tuyau, hein, littéralement. Et donc le bas du tuyau, je vous fais pas un dessin, et le haut du tuyau, c'est la bouche. C'est une Clair. technique de breathing. Oui, ouais, c'est ça, hein, c'est des techniques de respiration très actives et de préactivation. Et souvent, je vois les gens qui prêtent pas trop attention à ça. C'est pas comme si c'était secondaire. Mais en fait, c'est un préalable à l'activation du centre du corps. Et c'est une fuite de force que de pas gérer cette respiration, par exemple sur un squat qui va être un peu lourd et que de négliger ça, c'est certain qu'il va y avoir une perte de performance. Alors je ne saurais pas, donner une quantification de celle-ci, mais Oui, je c'est suis sûr que d'accord avec toi. La notion de fuite de force, elle est importante. En fait, il faut imaginer la force comme de l'eau, comme un fluide. Et le corps comme un tuyau. Cette fois, le corps, c'est ORPS. Comme un tuyau. Ok. Et le but du jeu, c'est au bout du tuyau d'avoir un maximum de pression. C'est ça le but du jeu. C'est là que je crée le plus de force. Ok. Et en fait, c'est comme de la plomberie. Si vous avez des fuites un peu partout, à la fin, on perd en pression. C'est aussi simple que ça.
Et donc, si vous ne respirez pas ou n'importe comment, et ben, probablement qu'à chaque niveau du tuyau, ça fuit dans tous les sens. Oh, Voilà, typiquement, on aime bien, il y a une image, je continue sur le squat puisque tu as pris ce choix-là. Il y a une image où vous feriez du squat avec de l'eau jusqu'au téton dans une piscine. Et du coup, du moment où vous passez sous l'eau, ben, on ne peut plus respirer, il n'y a plus d'échange. Ok, on n'inspire plus, on n'expire plus. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est un tout petit filet d'air avec des toutes petites bulles. Et quand je repasse au-dessus de la ligne d'eau, là, j'expire complètement, je propulse l'air en dehors de mes poumons. Et là, d'un seul coup, boum, il y a un petit plus de gainage encore et d'activation parce qu'on a, encore une fois, eu cette intention de fermer complètement la boîte. Pierre, est-ce que tu as un dernier mot sur la respiration ou... Non, c'est juste pour faire un lien aussi avec. On avait enregistré un épisode avec le docteur Bernadette de Gasquet, même 2 épisodes sur la sangle abdominale et sa vision de la rééducation après accouchement. Donc, s'il y a des femmes qui sont dans cette période de vie après un accouchement et qui ont besoin de rééduquer leur périnée et de prendre soin de leurs abdos dans cette période très spécifique, problème spécifique, solution spécifique, allez écouter l'épisode et lire les livres du docteur Bernadette de Gasquet, c'est une bonne ressource. Et pour les autres, restez sur ce podcast parce que on va avoir plein d'autres clés à demander à Aurélien concernant Ouais, le Ouais, travail de ses en abdos. vrai, je pense qu'il faut que tout le monde lise De Gasquet parce que c'est un vrai fondamental. Après, je fais effectivement, je mets toujours un petit bémol parce que ça a radicalisé un peu le message autour de l'approche isométrique statique et hypopressive des abdominaux. Et la réalité mécanique, encore une fois, c'est pas ça. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on va faire des crunchs, hein. On en fait tout le temps, qu'on le veuille ou non, dans la vie de tous les... Et quand on est sportif, à plus forte raison. Un boxeur, il va se mettre en enroulement systématiquement, il va faire des crunchs pour bloquer, pour esquiver, pour... Et c'est vrai avec le tennisman, c'est vrai avec le rugbyman, c'est vrai avec tout le monde. Et en vrai, il y a rien d'opposé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a coaché la respiration, qu'on a pris conscience que effectivement le plancher pelvien, le périnée, messieurs, vous avez un périnée aussi. Messieurs qui nous écoutez, hein, je sais que vous savez. Mais c'est vrai que souvent les hommes n'ont pas conscience d'avoir un périnée. Bon bah, l'avantage c'est que la méthode de Gasquet est très éducative là-dessus. Elle va vous éveiller à prendre le contrôle de tout ça. Et d'un seul coup, il y avait 10%, je ne sais pas le quantifier non plus, Pierre, je dis n'importe quoi, mais il y a 10% de gainage qui vous manque dans votre intention parce que bah, vous ne fermez pas la boîte en dessous. Donc effectivement, je trouve ça très éducatif là-dessus, mais attention, gardons quand même une part de dynamique et d'actif au-delà de la planche hypopressive dans notre méthode d'entraînement. Oui, d'où la nuance de dire que c'était pour une période, à mon avis, spécifique de vie. C'était vraiment, ou pour une problématique spécifique, c'était vraiment Mm. intéressant. Après, nous, on va parler dans cet épisode plus du côté performance, sport, et on est sorti de cette période spécifique et on cherche plutôt soit la performance, et on en discutera l'aspect abdominaux et performance, et ou l'aspect abdominaux et esthétique. Alors, est-ce que ça peut les deux se conjuguer, ou est-ce que la manière de travailler pour les deux ne va pas être la même, parce est-ce qu'il y a des abdos fonctionnels et les abdos esthétiques? Est-ce de qu'il y la a la plage. gonflette ou est-ce qu'il y a la perf? De quel côté mais peut-être tu peux nous répondre sur cette question-là. Est-ce qu'on peut opposer les deux ou est-ce qu'on peut les rassembler? Non, non, on peut les rassembler et faut pas oublier que l'aspect esthétique, il est principalement dû à la masse grasse et éventuellement un peu à la rétention d'eau. Mais ça, c'est si on est optimiste. En réalité, voilà, ce qui va faire que vous allez avoir des beaux abdos saillants, hein, c'est qu'ils ne seront pas cachés, hein, c'est la première règle. Et une fois qu'on a dit ça, en fait, c'est que de l'intention et du placement, parce que une planche, il y a moyen de se cacher dans une planche. D'ailleurs, il y a des champions du monde de planche dans le Guinness des records. Je sais même pas combien d'heures ils passent, c'est plusieurs jours, plusieurs nuits, c'est complètement fou. C'est quoi, c'est 24 heures. Dites-nous en commentaire où est le record. Mais c'est un truc complètement fou. Donc évidemment, il est probable que les gens champions de planche soient en mode totale économie. J'imagine qu'ils sont justement dans une posture optimisée, où justement ils relâchent peut-être à un moment donné les muscles profonds, etc. Le but du jeu, nous, quand on fait de la planche, que j'aime bien qualifier d'active,
c'est que ce soit le plus court possible en fait. Si on arrive à saturer l'ensemble du système en 30 secondes, ça veut dire qu'on est vraiment en train de bosser. Donc après, il faut que ces 30 secondes deviennent une minute, mais enfin, si on arrive à dépasser une minute, 2 minutes de planche, probablement qu'il y a quelque chose à faire au niveau soit du positionnement de départ et de l'intention de départ, soit alors il va falloir changer d'exercice. On est arrivé au bout de ce concept-là, ça y est, on a fait le tour, c'est plus assez intense pour nous, pour progresser en anti-déformation et en anti-flexion. Et justement, tes repères sur la planche, c'est vrai qu'il y a plein de façons hein, justement de faire des planches différentes, mais si on prend la classique sur les coudes ou bras tendus, peu importe de face, ça serait quoi tes 3-4 conseils vraiment clés pour optimiser justement ce renforcement-là? Bien Encore une sûr, fois, tout dépend, bien sûr, tout dépend de la zone que tu veux bosser, j'imagine bien, mais si tu avais quand ouais, même des alors petits repères ou des oui, conseils. c'est vrai, tu as raison, ça dépend un peu de la zone qu'on veut bosser. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a posé les considérations sur la respiration, déjà rien que ça, tu vois, d'activation intense, le fait de chercher justement à rentrer le ventre, serrer les orifices au maximum, chercher à lever son sexe quand on est un homme, des repères comme ça qui vont vraiment venir intensifier l'engagement au niveau du corps. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a cherché justement à créer du raccourcissement sans que les insertions ne bougent. Donc par exemple, je suis sur mes coudes, je vais chercher à tracter les coudes vers le bas comme si je voulais planter les coudes dans le sol. Imaginons que je sois à la plage et que je le fasse dans le sable. C'est trop meuble pour résister. Je dois abaisser les coudes à mesure que je fais l'exercice. Sauf qu'en réalité, comme je suis plutôt sur un tapis de yoga ou directement à même le sol, bah, évidemment, il n'y a rien qui bouge. Donc ça n'est que de l'intention de raccourcissement, mais on reste dans de l'isométrie. De la même manière que les pieds doivent se planter dans le sol. Une fois qu'on a dit ça aussi, évidemment, je vais rajouter la chaîne antagoniste. Et donc, on va chercher systématiquement à contracter les fessiers. Ça passe peut-être par le coaching fin du positionnement du bassin. Est-ce qu'on cherche une antéversion ou une rétroversion? En la matière, il n'y a pas forcément de vérité. Ça dépend ce sur quoi on cherche à appuyer. De la même manière qu'on va coacher de resserrer les omoplates l'une contre l'autre, activant la coiffe des rotateurs, activant les rhomboïdes, les fixateurs d'omoplates. On est vraiment plutôt dans une tendance à l'adduction. Euh, ou alors, là non plus, il n'y a pas de vérité, ou alors au contraire, à suractiver un petit peu la chaîne antérieure et donc être plutôt en arrondi, hein, le fameux holo, comme ça peut se pratiquer aussi, qu'une planche peut-être moins élégante selon les us et coutumes en fitness, en crossfit, etc., mais qui n'en est pas moins efficace pour d'autres raisons. Et de la même manière, on va chercher à créer différents couples de force au sol. Donc vous savez que euh, tout mouvement ou toute intention de mouvement crée des torques, des forces de rotation autour d'un axe. Et donc, bah, évidemment, je vais avoir des rotations externes ou des rotations internes, et donc des torques, des coupes de force externes ou internes. Culturellement, on coach tout et tout le monde en torque externe. On pourrait en parler presque pendant un épisode entier. C'est évidemment intéressant parce que c'est ce qui va activer notamment les moyens fessiers en général, la coiffe des rotateurs, là où elle est la moins efficace. Donc souvent, on va vers ça. Mais le torque interne existe aussi. Tu peux définir le torque externe, parce que j'y suis pas, j'avoue. Ouais, et ben un torque externe, c'est je vais sortir de ma planche pour que tout le monde comprenne bien. Je vais sortir de ma planche et je vais vous donner un exemple sur le squat. Sur le squat, le torque externe, c'est chercher à visser ses tibias dans ses pieds. Donc il y a mon complexe tibia-péroné qui va venir comme s'il tournait vers l'extérieur. La consigne qu'on donne souvent, c'est il faut que ta rotule elle suive l'axe de ton petit orteil. Bon, ben, en faisant ça, je crée ce que je suis en train de décrire là. Donc, Ok. j'ai une activation des rotateurs de hanche, en l'occurrence, ok, et des haubans latéraux de la jambe. Donc, rotateur de hanche, on va avoir beaucoup les moyens fessiers, typiquement, qui vont être beaucoup plus actifs quand je demande un torque externe. Je crée un couple de force en poussant les genoux vers l'extérieur, ok. Mais je peux faire un couple de force interne en squat. Vous avez déjà vu des gens qui faisaient un squat malgré une bonne mobilité, hein, je ne parle pas de quelqu'un qui ne peut pas fléchir la cheville et qui est obligé d'avoir les genoux qui se font la bise. Ça, c'est autre chose. C'est un truc qu'on veut évidemment éviter. Bon ou mauvais mouvement, bonne ou mauvaise posture, ça, c'est pas bien. Ok, ça, on veut pas. En revanche, quelqu'un qui fait
un squat et qui, dans la montée, pour générer de la force, va passer en flexion légèrement valgus, puis varus, puis revalgus. Ça se voit en équipe de France d'haltéro, ça, c'est pas des gens faibles, hein. C'est pas des gens qui ont des problèmes de genoux, c'est pas des gens qui ont des problèmes de dos, ou alors pour d'autres raisons. C'est des gens qui créent de la force en torque interne. Euh, Typiquement, les strongmen, vous les avez déjà vu faire les boules d'Atlas, hein. Ils attrapent la boule et derrière, ils la posent quasiment sur les genoux se rassemblent, se resserrent, on crée de la force en torque interne. Je donne un autre exemple, pour que tout le monde comprenne bien. On est pour ou contre les dips avec la barre à dips un peu en V comme ça, vous savez, celle qui s'accroche sur les racks en Mm. CrossFit. Et donc, il y en a qui vont vous dire, je suis toujours face à la barre. Et il y en a qui vont vous dire, non, non, toujours dos à la barre. Bon, bah, en fait, il y en a un qui coach le dips en torque externe et un qui coach le dips en torque interne. Évidemment, en torque interne, je vais être en raccourcissement de la chaîne antérieure. On va avoir beaucoup plus d'activation justement des grands droits, du petit pectoral, beaucoup moins du grand dorsal, beaucoup moins du deltoïde. En fait, on teinte le mouvement pour un certain pattern moteur. De la même manière que si je fais une traction prise large en passant le menton et en serrant les omoplates, bah, je fais un torque externe. Si je fais une traction supination dos rond, peut-être moins joli, mais c'est un torque interne qui peut servir dans plein de disciplines, par exemple en strongman, par exemple en jiu-jitsu brésilien ou en judo au sol. Voilà. C'est pas bien ou pas bien, Ouais. c'est les différentes formes de pratique. Et ben ce torque interne ou externe, on peut le coacher en planche. Donc, sur une planche active, j'ai toujours mes coudes au sol et je peux demander de chercher à faire une rotation externe ici avec mes bras. Évidemment, rien ne bouge puisque je suis ancré dans le sol. J'ai planté fermement deux pieux auxquels sont accrochés mes mains. C'est Mais l'intention. c'est Hmm. l'intention de rotation externe ou de rotation interne qui crée ce couple de force vers l'intérieur ou vers l'extérieur du mouvement. Ok. Ben, Ok, parfait. très clair. Et on va enchaîner sur parce que là, j'en peux plus, Aurélien. Je veux savoir comment avoir des abdos saillants. Euh, Tu me parles de torque interne, externe, et finalement, ces abdominaux, si on parle de type de fibre musculaire, faudrait plutôt les travailler en endurance, en force. Est-ce qu'il faudrait faire des longues séries de répétitions ou plutôt des séries courtes, lourdes? Est-ce que, je te fais une question longue, mais peut-être réponse courte, mais est-ce que faire des cable crunch, tu sais, on se prend avec le câble pour pouvoir lester et faire des crunchs avec du poids et faire peu de répétitions et travailler la force de ses abdominaux, ou je fais des longues répétitions de crunch sans poids. Elle est où la clé? Et parce que c'est vrai que souvent, on voit beaucoup d'abdos sans poids. C'est quand même je pense 90% des gens font les abdos sans poids, hein. Ouais. Bon, je le redis, il faut être capable de tout faire. Il faut que vos abdos ils soient capables de faire de la force max. Oh, t'es un politicien. Ouais. Il faut que les abdos ils Il soient faut travailler tout capables le de faire de spectre. la force max et il faut qu'ils soient capables de s'exprimer dans le temps. Quand même, c'est une répartition un peu différente par rapport au quadriceps de la part de fibres rapides et de fibres lentes. Quand même, ça reste des muscles qui sont autant moteurs que posturaux et qui sont sollicités en permanence. Quoi qu'on fasse, on est sans arrêt en train de vous tousser dans votre canapé, vous faites des abdos. Donc, on est sans arrêt en train de les utiliser. D'ailleurs, vous faites des abdos en force max. Souvent, on a peur de l'hernie discale en soulevé de terre. On a des tensions qui sont encore supérieures quand on est en flexion, en enroulement dorsal dans un canapé et qu'on se met à tousser ou à éternuer. Donc, ces intensités de tous les jours, il ne faut pas les réduire à de la faible intensité parce qu'il n'y a pas de charge additionnelle, parce qu'en apparence, il n'y a pas de poids, etc. La charge, on est capable de la générer de manière totalement différente et de manière très variée. Donc, il faut être capable de faire ça. Il faut travailler avec de la charge additionnelle pour aller chercher du recrutement. Le sprinter sur 100 mètres, évidemment que la force qu'il va générer dans de la propulsion, mais aussi dans de l'anti-rotation, anti-déformation, elle est tellement intense que c'est un effort de force max. Donc ça, c'est important. Après, effectivement, comme on les utilise toute la journée non-stop, et même une partie de la nuit, eh ben,
il va falloir aussi les entraîner comme ça dans la durée. Surtout, ce qui est important, c'est qu'il va falloir s'entraîner de manière totale, à 360. Et souvent, on raisonne encore une fois uniquement sur les grands droits. Donc, à la force des grands droits va devoir répondre la force de l'érection lombaire, parce que vous devez être capable d'être fort en flexion et en extension. Ça répond à la question fonctionnelle qu'on avait un petit peu avant, mais ça répond à la question esthétique aussi, parce que si vous n'avez pas de lombaire, vous n'êtes peut-être pas capable de garder une posture prolongée du bassin et du creux lombaire qui va mettre en valeur vos abdominaux. Donc visuellement, si je suis tout le temps en antéversion de bassin et que je creuse le dos, pour parler vulgairement, et ben probablement que j'ai plus de mal à dessiner mes abdos et à les montrer comme ça à l'air de rien. Et donc j'en viens à un autre muscle important pour avoir des beaux abdos, c'est d'avoir des beaux fessiers. Parce que c'est eux les extenseurs du bassin. C'est eux qui vont permettre de maintenir la bascule de hanche, qui va vous permettre ou pas d'avoir un ventre gonflé dégueulasse ou un ventre plat creusé quand vous avez envie de vous exposer à la plage. Donc c'est pas qu'une affaire de choix d'exercice et de renforcement sur les abdos, c'est aussi tout ce qui se passe derrière et en dessous. Et Ok, on pourrait dire au-dessus, mais on en a parlé c'est la respiration au-dessus. bien En sûr. fait. C'est pas le transverse au fond, mais c'est le diaphragme au-dessus qui va vous permettre vraiment de travailler l'échelon du dessus. Peut-être qu'on discutera des exos en spécifique, peut-être du stomach vacuum, de l'aspiration diaphragmatique par la suite. Mais juste comme tous les auditeurs, ils sont ouverts leur application Notes pour noter tout ce que tu dis, Aurélien, tant qu'on y est-ce que tu pourrais nous donner le nombre de séries qu'il faudrait faire sur les abdominaux par semaine pour avoir une progression qui est notable? Quelqu'un qui veut travailler ses abdos et progresser parce qu'il considère que c'est un point faible, combien de séries il devrait consacrer par semaine ou en combien de séances? Qu'est-ce qui serait optimal pour toi? Et Ouais, deuxième question dans la question, désolé, est-ce pas de qu'il ne souci. faudrait pas commencer par les abdos dans ma séance plutôt que de le faire à la fin de ma séance quand je suis cramé et je bâcle ça en 5 minutes? Ouais, tu rebondis sur la perche que j'ai tendue tout à l'heure sur le finisher. Tu as bien raison, parce que effectivement, ce qu'on garde pour la fin, il faut se rappeler que c'est souvent ce qu'on va pas aborder. C'est vraiment toute chose dans la vie. Donc les abdos n'échappent pas à ça. Si vous avez vraiment besoin de faire vos abdos, et vous avez vraiment besoin de faire vos abdos, eh ben commencez par ça. Comme ça, c'est fait. Au moins, C'est c'est là où fait. on est le Et plus si frais au final. c'est là où on est le plus frais, et puis c'est là où on est sûr de les faire. Au moins, il n'y a pas de doute. L'avantage quand même de le faire à la fin, c'est que si vous voulez travailler sur le registre de l'endurance, et on a expliqué pourquoi c'était important tout à l'heure, et ben effectivement, vous avez déjà préactivé vos abdos toute la séance, et donc à la toute fin, ça a du sens d'aller les chercher un petit peu plus vite en endurance, justement. On atteint plus rapidement la deuxième phase qui nous intéresse. Euh, mais quoi qu'il arrive, je ne prendrai pas le risque, moi, de ne pas faire les abdos, donc je préconise de les faire au début. Le nombre de séries, le nombre de répétitions, c'est très dur à répondre parce que ça dépend énormément de l'exercice qu'on va choisir. Est-ce que c'est un exercice dynamique ou statique? Est-ce que c'est un exercice d'ensemble ou analytique? Et puis ça dépend des gens aussi et de leur habitude et de leur niveau d'entraînement. Et effectivement, comme on le disait sur la planche ou même sur les crunchs, hein, les abdos, c'est la représentation la plus singulière, la plus spécifique de l'organisme c'est la plus grosse démonstration de ses capacités d'adaptation. L'être humain est un corps, est une machine à s'adapter. Et donc, si tous les jours vous faites des crunchs, les mêmes crunchs, et ben au bout du troisième, vous l'avez déjà tous expérimenté, avouez-le. À l'adolescence, vous avez probablement fait des abdos tous les matins. Tôt ou tard, ça a dû vous arriver ou dans un stage d'entraînement. Tenté, hein. Hein. On l'a tenté, ça n'a On pas l'a duré, tenté. mais Et Mais on oui. sait qu'au troisième jour, ça marche plus. On sait que dès le troisième jour, le corps s'est adapté et l'évolution est spectaculaire. On passe d'un truc qui nous brûlait en 20 reps à 200 reps. C'est ça le gap. Donc, la réalité, c'est qu'il faut surprendre les abdos. Ce sont des muscles qui sont entraînés à s'adapter et à subir une contrainte constante. Donc, si on veut les faire progresser, il faut sans arrêt les choquer, sans arrêt les surprendre. Donc, ça doit être un programme
variés qu'on propose à nos abdominaux. Donc, très très dur de répondre à un nombre de séries. Moi, je répondrais plutôt par une fréquence quotidienne, tous les jours. Ah, On fait t'es des abdos dur, Aurélien. 5 tous les minutes? jours. 5 minutes à peu près? Ça Il irait vaut bien, mieux en non? faire pas beaucoup, une série peut-être tous les jours, ou en tout cas à chaque fois que vous vous entraînez, que de se dire tiens, 2 fois par semaine, je vais faire 4 bonnes séries, je vais prendre un quart d'heure d'abdos, etc. Je pense que l'adaptation par la fréquence sera plus rentable, plus efficace pour les abdominaux. Et quel Et serait l'idéal, du coup? Excuse-moi de te couper, Pierre. Est-ce qu'on fait donc, est-ce qu'on fait quand même du statique si on a le niveau de faire du dynamique ou est-ce qu'on privilégie quand même le dynamique? Est-ce qu'on fait quand même du crunch? Est-ce que si on fait du crunch, est-ce qu'on peut aller charger, pas charger? Tu vois, si je sens que j'ai la capacité de faire plus, est-ce que vers quoi je tends? Est-ce que tu aurais un peu une évolution sur le temps Ouais. pour nos auditeurs à leur proposer? Et donc c'est là que j'en viens un peu à modérer ce que je disais, c'est-à-dire que c'est tous les jours, mais rappelez-vous qu'on a 2 choses à faire. Il faut savoir tout faire. Donc il faut équilibrer entre statique et dynamique. Donc, ça veut dire que déjà un jour sur 2 potentiellement ou un jour sur 3, on va alterner en fonction de ce qu'on aime faire aussi et de ce qu'on peut faire aussi, parce qu'on n'a peut-être pas tous des salles de muscles sous le coude. Donc il va falloir varier sur ce point-là. Et puis deuxième chose qu'on cherche à faire, c'est l'équilibre agoniste-antagoniste. Si je fais des abdos tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Très vite, je vais avoir mal au dos. Parce que je vais me retrouver à raccourcir. Et puis, je vais peut-être même pas avoir le résultat que j'espère avoir, puisque je vais être sans arrêt en train de raccourcir ma flexion de buste. Et jamais je vais avoir une belle posture avec un bel allongement de mes abdos où on va pouvoir les voir saillants, etc. Donc, évidemment, si je fais 100 abdos, il faut que je fasse 100 érections du rachis d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc là aussi, ça va favoriser, si tu veux, une alternance en faveur d'un peu de travail de planche, parce que l'avantage des planches statiques, c'est que je fais les deux d'un coup. Donc, c'est un peu dans cet équilibre des forces que je vais me retrouver à aligner un travail de corps ou de gainage abdo-lombaire chaque jour. La proportion, après, bah, c'est en fonction de mes points forts et mes points faibles. Et comment, du coup, on analyse, est-ce que tu fais un petit bilan pour savoir, mon travail, là où je vais? Tu vois, c'est vrai qu'il y a tellement d'exercices d'abdos, tu vois? Maintenant, en plus, on a la marche du fermier qui est de plus en plus, à la mode. Enfin, il y a plein de super exercices, mais c'est vrai qu'on peut parfois s'y perdre. Toi, par rapport aux gens, je sais pas si tu continues à coacher des gens individuels ou pas, mais qu'est-ce que tu leur proposerais? Ou pour nos auditeurs, c'est vrai que c'est un peu le problème de trop d'exercices et du coup, on se perd. On Ouais. a compris qu'il fallait bien alterner les corps musculaires, faire les 2. Mais est-ce que tu vois, il y en a au moins, tu vois, des fois, est-ce qu'il vaut pas mieux se concentrer sur 2 ou 3 exercices, bien les faire et augmenter en charge, plutôt que se perdre un peu à faire plein de stimuli différents qui, au final, on va plus avoir de mal à quantifier notre évolution? il y a Pour quand même des certains grands exos, ça classiques, marche. Aurélien. Mm. Et on veut tes classiques alors. Ouais, ouais. Alors, il y a des grands classiques, c'est sûr, je vais y venir. Pour certains exos, ça marche de monter en charge sans arrêt, en durée, en nombre de reps ou en kilogrammes. Pour d'autres, c'est plus dur. Je le disais, sur la planche active, bon, on peut rajouter un peu d'instabilité éventuellement, on peut rajouter des disques sur le dos, mais enfin très vite, ça y est, on a fait le tour. Donc très vite, il va falloir quitter ce grand classique pour y revenir très vite, puisque rappelez-vous, on va perdre l'habitude de ça. Donc, donc pas de problème, il va falloir y retourner d'une manière ou d'une autre. Euh, Surtout si on sait le coacher, surtout si on sait l'amener, surtout si on sait respirer dessus, poser nos torques, tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Ce n'est pas un exercice facile. Hein, entendez-moi bien, c'est pas un exercice de débutant. Pas que. C'est aussi un exercice d'expert. Sauf que c'est un exercice auquel on va s'acclimater. Et donc, il va devenir très digeste avec le temps. Donc, il va falloir le lâcher un peu pour y revenir. Mais je le mets quand même dans mes classiques. Euh, sur des carries, tous les exercices de farmer walks, de fente avec KB d'un côté, voilà, tous les exercices où on va déplacer des trucs lourds en marchant, pour faire simple, quelles que soient les modalités. Bon, bah là, l'avantage, c'est que par essence, ils peuvent être extrêmement variés. D'ailleurs, ils vont peut-être rajouter, si on fait des overhead, ou des élévations frontales, ou même latérales, du gainage scapulaire aussi. Ça, c'est intéressant. C'est assez rentable.
On va avoir de la force de saisie, qui on le sait est un indicateur crucial de vieillissement, de bonne santé. C'est de De plus en plus vitalité, oui. de vitalité, ouais. C'est corrélé quasiment à tout, la saisie, c'est incroyable. Donc évidemment, les carries sont rentables, très très rentables. Ils ont l'avantage de pouvoir augmenter en charge. Bon, jusqu'à un certain point quand même, parce que d'abord, on n'a pas forcément une collection de kettlebell qui va jusqu'à 90 kilos, et donc pour certaines personnes très lourdes ou qui deviennent très fortes, à un moment donné, il va falloir trouver des leviers d'amélioration, de complexification de la charge qui sont plutôt de l'ordre, encore une fois, du tempo, de la respiration. On y revient très vite quand même. Mais on a une marge de progression quand même entre le 8 kg et le 32 déjà. On peut pas mal progresser. Unilatéral, bilatéral. Bon. Donc les carries, je les mets définitivement dans mes classiques. Et je mets dans les classiques tous les exercices d'abdos lombaires dynamiques qu'on a connus pendant les années 80 en cours. On faisait des classes d'abdos fessiers qui existent encore d'ailleurs dans certains endroits. Dites-nous en commentaire si vous en pratiquez dans votre club. Mais ça, je les mettrais dans les classiques aussi parce que c'est un moyen de choquer, c'est un moyen de surprendre, c'est un moyen d'amener l'aspect métabolique des abdominaux. On l'oublie souvent. Les abdos, ça permet de faire le cardio en même temps. Donc quand on est sur un cours d'abdos fessiers par exemple, croyez-moi bien que s'il est bien mené, en sortant, on est comme ça, hein, on est sur de l'aérobie. C'est pas que de la zone 2. Hein. Donc il faut y aller franchement avec les préconisations qu'on garde à l'esprit de cet épisode. C'est-à-dire que si j'y vais juste en tirant sur ma nuque et sans penser à ce que je fais, sans placer mon périnée, sans activer mon transverse, sans respirer, probablement que je passe à côté de l'exercice, voire même que je fais plus de mal que de bien. Par contre, s'il y a toutes ces intentions-là, là, ça va venir compléter notre panorama de manière assez spectaculaire. Mais du coup, qu'est-ce qu'un cours d'abdos fessiers si ce n'est une longue série? En vrai, c'est une longue série d'abdos avec beaucoup de variété pour pouvoir tenir et pouvoir alterner un peu entre les portions dominantes sus-ombilicales, sous-ombilicales ou obliques. Mais enfin, à la fin, on ne s'arrête pas des 40 minutes ou 45 minutes. On fait des abdos, des abdos, des abdos, des abdos. Et donc finalement, en une série très longue, très brûlante, on peut créer beaucoup de choses. Moi, j'aimais bien sur mes programmes d'entraînement, alterner un jour où on fait vraiment de la planche sous toutes ses formes, avec stabilité, instabilité, de l'activation, etc. Latérale, dorsale, frontale, etc. Bon. Un jour où on fait des carries. Et là, en fait, on est sur des séries qui enchaînent 3 types de carries différentes. Un overhead, un bilatéral, pour vraiment aller sur la force et sur des charges plus lourdes, souvent en open trap bar d'ailleurs, pour aller vraiment très lourd, et un unilatéral, pour l'antiflexion, anti-rotation, anti-déformation. Okay, et un jour où on est sur un circuit abdo-lombaire, où là, pendant 6 minutes, non-stop, on cherche à cramer, à aller jusqu'à la crampe. Et est-ce que tu places ça différemment si on a fait une grosse séance donc de squat ou de soulevé de terre? Est-ce que tu fais quand même derrière une séance d'abdos vu qu'on a vu que quand même ça sollicitait du coup, la Ouais, sangle abdominale? finalement, c'est pas tant la sangle abdominale mon repère pour éviter certains exos. Par exemple, quand j'ai fait du soulevé de terre, en général, je fais pas les carries le même jour. Parce que tu as déjà bien saturé ta saisie. Et du coup, le problème, c'est que tes carries vont en pâtir parce que tu vas juste être crevé, tu vas lâcher les poids sans arrêt. Et du coup, tu feras pas ce que tu avais prévu de faire. OK, et qu'est-ce que tu penses des exercices où justement on va se tracter? Tu sais, on vient, on se tracte, on va justement faire des flexions, chercher, on le voit Ouais, des close beaucoup. to bar, des choses comme ça. Ouais, tu trouves ça intéressant, ou même dans l'autre sens, tu sais, où on est accroché, je sais plus comment elle s'appelle cette machine, où on est accroché au niveau des genoux, on descend jusqu'en bas complètement et on va revenir chercher sur une amplitude Ouais. au final qu'on ne travaille pas forcément, et c'est des exercices qu'on voit peu mais qui sont quand même, très intéressants, moi je trouve personnellement. C'est le GHD là dont tu Ouais, parles? GHD, voilà, c'est ça. Ouais, GHD, ouais. J'ai une double remarque sur ces exercices. La première, c'est que, comme pour tous les autres exercices, il faut travailler de manière ciblée angulairement, que ce soit en isométrie ou en trajectoire courte, locale sur un mouvement, et aussi en trajectoire complète. Donc de la même manière que j'enlève pas du demi-squat parce que je fais des squats complets
et que je pense qu'il faut de l'amplitude dans le mouvement et que c'est ça pour moi le game changer. Il y a quand même à tout un tas de moments des amplitudes partielles dans mes méthodes d'entraînement. Et tout au long de la préparation, il y a des phases d'isométrie aussi et de blocage, parfois aux angles forts, parfois aux angles faibles. Et on sait que de toute façon, ces transferts de force sont limités entre 10 et 30 degrés. Donc si on fait que de l'isométrie en squat, Dans le cadre de notre partenariat avec Nutri&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Donc effectivement, quand on va cibler sur un squat un angle donné pour travailler soit sur son point fort, soit sur son point faible, il faut faire pareil sur les abdominaux. Mais il ne faut pas tomber dans le piège inverse. C'est-à-dire que de la même manière que je dis arrêtez de faire que des quarts de squat ou des demi-squats, vous n'allez être fort que là-dedans et vous allez passer à côté de tout un tas d'adaptations liées à la triple flexion en genou-cheville. De la même manière, si jamais vous faites des amplitudes complètes de fermeture tronc-jambe, eh ben vous ne remettez pas vos abdos en mode écologique, en mode réalité de mouvement. Vous n'êtes plus capable de tout faire. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc effectivement, à un moment donné, il faut des amplitudes complètes. Donc de la même manière qu'on va faire des crunchs partiels, il ne faut pas oublier de faire des sit-ups. Donc des crunchs complets. Et pour aller encore plus loin, effectivement, du travail à la barre fixe, c'est intéressant. Ça, c'est la première réflexion que je ferais par rapport à ça. La seconde, c'est de se dire, bon, dans ce mouvement d'ensemble, c'est finalement quoi? C'est le pattern de fermeture tronc-jambe qu'on va travailler. Et là, il n'y a pas que les abdos. Là, on rentre dans un mouvement beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus global, où on va avoir notamment les psoas iliaques, notamment les quadriceps aussi, tous les fléchisseurs de hanches. Les adducteurs vont venir jouer un rôle aussi dans ces mouvements-là. Donc, j'aurais tendance à même dire, réintégrons-les, ces mouvements-là, parce qu'on va aller chercher justement à renforcer ce psoas iliaque, qui est souvent oublié, qu'on cherche presque à éviter de travailler. Le psoas iliaque, souvent, on va chercher à l'étirer un peu quand on est un peu éveillé là-dessus, mais assez rarement, on va chercher à le renforcer. Or, c'est un mouvement qui va nous permettre d'enchaîner des sprints, de mettre des coups de pied, de faire des flexions de buste dans différentes situations, d'être souple, parce que si on veut toucher ses orteils, c'est pas qu'une question d'amplitude de la chaîne postérieure, c'est aussi une question de force et de raccourcissement de la chaîne antérieure. Donc, j'aurais tendance à dire, ouais, je suis d'accord avec toi, Alex, c'est hyper important de travailler ces exercices-là. Et avant qu'on finisse peut-être par les meilleurs exercices, c'est vrai qu'on a une communauté qui est assez sportive, on a pas mal de coureurs. Est-ce qu'en spécifique, tu pourrais peut-être leur conseiller 1 ou 2 exercices pour la course à pied? On a eu JB Mourin qui nous en a parlé un petit peu avec sa vision du gainage pour le coureur. Toi, quelle est ta vision sur ce point-là? Alors moi, j'ai 1 million d'exercices à leur recommander. Je pense qu'ils ont peu de temps, donc il faut faire des choix rentables en termes de choix d'exo et pas trop pénible pour eux. Ils n'aiment pas ça, la muscu. S'ils prennent des trucs qu'ils détestent faire, c'est pas très réaliste. Ils le tiendront pas dans le temps, ou ils le feront pas aussi bien que. Donc, typiquement, moi, j'aime bien glisser l'unilatéralité dans les exercices de runner, plutôt que de raisonner sur des demi-squats. Comme c'est souvent ce qu'on voit, ils vont dire ouais, mais bon, tu vas jamais dans les squats profonds, on fait plutôt des demi-squats. Je préfère conserver l'amplitude du travail, mais travailler en unipodal. Et ben c'est un peu pareil avec les carries. Plutôt que de faire du carry toujours plus lourd en marche, et ben je préfère faire de la marche encore plus active avec une attaque de jambes, façon hurdler, tu vois, façon vraiment avec de l'intention, tu vois, monter pointe de pied, travailler le pied en même temps que le gainage. Et en général, quand on a placé tout ce que j'ai donné comme tips sur la respiration, sur l'activation, sur l'antiflexion, on pourrait rajouter la balance du bassin, où on va chercher systématiquement à le garder le plus neutre, le plus parallèle possible. Cette intention-là de qualité va venir solliciter tous les muscles du corps et les muscles du centre du corps. Et donc ça, si je fais mes carries plutôt avec une attaque de jambes ou avec des fentes, eh ben je gagne en spécificité, je gagne en temps, et peut-être que je gagne un peu en sens aussi.
Je dis pas qu'ils vont s'éclater à faire ça, attention. Mais ce sera un peu plus, un peu plus intelligent, un peu plus en pied. Pareil, je conseille, moi, aux coureurs de faire du haut du corps. Pour les raisons d'antidéformation, antiflexion dont on a parlé tout à l'heure. Évidemment, le but, c'est pas de faire des Schwarzenegger du biceps, mais un peu de traction, un peu de renfort comme ça va venir aussi enrichir leur capacité à enchaîner les appuis, limiter leur RSI, tout ça. Ils vont être plus performants sur même sur l'efficience de la course, grâce au haut du corps. Oui, parce Eh que ben, la traction, c'est vraiment un mouvement de gainage, hein. Pierre, tu avais une question? Non, mais quand il parle des kéris, qu'on se mette d'accord, c'est la marche du fermier, c'est le fait de porter une kettle ouais, lourde d'un côté, que ce soit de c'est ça. marcher avec ou de faire des fentes avec cette idée Ouais, d'être de faire des indéformable, fentes, des montées de genoux. que le bassin ne s'effondre pas d'un côté et qu'il y ait vraiment cette C'est ça. stabilité. C'est malin. Souvent, les gens, ils marchent. Bon, bah, marchez pas. Faites des fentes, faites des montées de genoux, faites des patterns qui se rapprocheront plus de la course à pied. Faites des montées de marche, par exemple. Des montées de double marche même, qui vont être un peu plus sur l'amplitude de la foulée, retrouver un pattern le plus proche possible de ce que vous vivez. Si vous faites des tractions, et ben pareil, faites-en 3, par exemple, des tractions, avec un beau tempo, avec une belle maîtrise de la phase excentrique, plutôt que de chercher à faire 12 tractions, vous avez du mal parce que vous en faites jamais. Et par contre, sur chaque moment de traction, eh ben, vous faites par exemple un relevé de la jambe droite à 90 degrés, façon attaque sprint, et puis à l'inverse, une flexion du genou gauche à 90 degrés avec l'humérus qui reste dans le fémur qui reste dans l'axe du corps. Vous me suivez? Donc j'ai la jambe droite relevée à 90 degrés devant moi et la jambe gauche pliée à 90 degrés dans l'axe de Ouais, mon... mais comme ça. Ouais, c'est une belle représentation. Les amateurs de mime, ils se régalent. Si vous nous écoutez, venez nous voir sur YouTube, vous verrez Vous allez vous le régaler. mime de Pierre, c'est vraiment... Mais c'est ça, t'as raison. Et du coup, tu l'alternes. Tu fais un coup en jambe droite avant, un coup jambe gauche avant, et là, encore une fois, on retrouve un peu de connexion entre les différents étages et le gainage dynamique devient un peu spécifique et un peu plus, je pense, a un peu plus de sens d'un seul coup. Et ce dont on a peu parlé, excuse-moi, avant de conclure sur les meilleurs exercices, pour faire un petit résumé, c'est la notion de vitesse et d'exécution. Est-ce qu'on peut travailler avec des vitesses élevées? Est-ce qu'il faut forcément être dans le contrôle, vitesse lente, comme là tu l'as décrit peut-être pour la traction? Est-ce qu'il y a des consignes et quelle différence ça apporte justement cette vitesse différente? La mode est à la vitesse très lente. Je pense que ça vient je sais d'où ça vient. Ça vient de FRC, qui est un courant très dominant chez les kinés et les coachs en ce moment, de formation au contrôle moteur, et où on préconise que de la mobilité hyper lente. Bon, j'arrive pas à comprendre pourquoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi on fait que ça. Pourquoi on fait ça, j'arrive à comprendre. Contrôle moteur, placement technique, intention, ok, tout ce qu'on dit dans l'épisode depuis tout à l'heure. Seulement voilà, la réalité motrice, c'est pas ça. C'est même presque pas ça. La force est indissociable de la vitesse. S'il n'y a pas de vitesse ça c'est de la mécanique. S'il n'y a pas de vitesse de déplacement, il n'y a pas de force. C'est de la physique. Donc c'est de la bioméca de base. Donc le fait de couper les qualités physiques de la vitesse de déplacement, pas de force. D'ailleurs, s'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de force non plus. Force et puissance sont connectés directement. P égale F fois V, mais tu peux avoir de la force sans vitesse quand même. Vitesse lente. Tu peux pas avoir de... Tu peux en isométrie, mais en fait, tu as une intention. C'est juste que ta vitesse, c'est juste que tu es à F0 en physique. C'est juste que tu es à une force à 0 vitesse. Mais en réalité, il y a de la vitesse. Elle est de 0. Quoi. Par contre, si d'un seul coup, je te libère, boum, tu accélères d'un coup. Tu vois, tu pètes de partout. Donc, il faut reconnecter ça dans le discours pour se dire, en fait, je vais générer de la force à tous les angles. Et c'est ça que j'aime bien dans ces mouvements FRC, c'est de dire, la mobilité, c'est de créer de la force à tous les angles. OK. À toutes les amplitudes. D'accord? Mais pas que.
c'est aussi créer de la force à tous les niveaux de vitesse possibles. Et là, on est vraiment mobile. Et là, on complète le message. Et donc, à un moment donné, bah ouais, il va falloir faire des abdos à haute vitesse. J'en suis convaincu. Et c'est pour ça que pour le coureur, tu vois, je pensais notamment à ça, parce que c'est vrai que c'est encore plus spécifique du coup, avec cette qualité des fois d'envoyer, de rebond. Ça peut être aussi intéressant. C'est pour ça que je me permettais de te poser la question par rapport à ça. Ouais, super aligné. Je pense Et qu'il faut notamment compléter le JB spectre. Morin qui avait un exercice où tu sais, il se mettait un peu en overhead avec un poids, et avec un petit, c'était un petit step, et il venait chercher justement monter, redescendre tout en restant bien aligné. Un exercice que vous pouvez tester et ça va bien chauffer partout. Ben, peut-être on peut conclure, Pierre, sur demander peut-être un petit résumé à Aurélien avant de le libérer. Déjà, merci, on a gratté quelques minutes de ton temps précieux, excuse-nous. Non, non, il n'y a pas de souci. Je vois que c'est en train de s'activer sur Super. sur Sur la ma suite, vidéo ouais. d'après. Ouais. Allez, Bon, nickel. et alors Aurélien, sans plus attendre, le top 5 des exos à inclure dans sa semaine d'entraînement, selon toi, ce serait quoi? Ouais, bon, on l'a quasiment fait. Alors, top 5, je sais pas, faudrait qu'on compte. Mais du coup, je garde la planche active parce que, pour toutes les raisons que j'ai Classique. exposées. Les différentes versions de carries. Donc, en fonction de ce que vous cherchez à faire, bah, plus ou moins d'unilatéral, plus ou moins d'unipodal, plus ou moins d'overhead aussi, parce qu'il y a des carries overhead, hein, on oublie souvent. Je maintiendrai mes variantes de crunch diverses et variées, pourvu qu'elles soient combinées à un moment donné, dans la séance ou dans la semaine, à des érections du rachis et des extensions de hanches. Et quand tu je parles crois de que crunch, je me permets d'intervenir. Quand tu parles de crunch, tu parles par exemple, bon, les crunchs classiques qu'on connaît, mais aussi les toast to bar, mais aussi, par exemple, la roulette à abdos. Tu le mets Et du là-dedans. coup, je mettrais les flexions, extensions complètes en chaîne complète un peu à part. Et donc, roulette, toast to bar, extension complète de la barre olympique, tout ça, ce serait mon cinquième groupe d'exercices. Bah, super. Et est-ce qu'on étire les abdos? Dernière question, Aurélien. Est-ce qu'on va chercher c'est vrai que c'est un muscle qu'on va pas forcément chercher à étirer. Est-ce On qu'on... étire tout. Ah, on finira peut-être sur ça. Et ce On sera étire peut-être un tout. prochain épisode. Ouais, on étire tout. On étire tout. Aujourd'hui, on est devenu incapable de s'étirer et les manques de mobilité sont quand même encore plus souvent dus à des manques de souplesse qu'à des manques de force. Et donc, les gens détestent s'étirer, ont peur de s'étirer parce qu'on leur a probablement envoyé des mauvais messages depuis des années. C'est inutile, Aurélien. J'ai vu sur Instagram, ça ne servait à rien de s'étirer, il faut arrêter. Bah, en tout cas, dites-moi en commentaire si vous voulez un épisode sur ce sujet avec Aurélien cette année. On essaiera de se faire ça. En tout cas, un grand merci. On va te laisser continuer à travailler. Nous aussi, on va se mettre au travail. N'hésitez pas à poser vos questions. Peut-être qu'Aurélien viendra faire un petit tour dans la zone commentaire et nous, on essaiera d'y répondre si on peut. Avec grand plaisir. Bah, merci Aurélien, merci Pierrot et à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le Ciao, monde, ciao. merci Aurélien. Ciao. Salut Pierre, salut Alex, merci pour l'invite.